Ah ben voilà, je vois que les gens arrivent. Voilà, j'ai lancé l'enregistrement. Magnifique. Donc, alors quoi? On commence à 33? Oui, hein? 33, c'est bien, oui. Moi, j'aime bien. Il faut pas toujours être sur du système. 32, c'était encore mieux, en fait, quand tu y réfléchis. Allez, vas-y alors. Bon, alors on va effectivement démarrer. Bonjour, bienvenue à tous, pour cette, session du Club Power BI. J'y arriverai, Le Bruxelles. le club du fromage. On est tout à fait ravis de vous accueillir aujourd'hui. Alors, évidemment, on vous demande, mais je pense que maintenant, ce slide a été fait à une époque où la culture de la conférence en ligne n'était pas aussi prégnante que de nos jours, mais on vous demande quand même d'être gentil puisqu'on enregistre la session et de ne pas nous faire l'équivalent d'une photobombe en ouvrant votre micro. Et puis, il y a votre chien qui aboie. Vous connaissez tout ça aussi bien que nous. Voilà, voilà. Alors, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois à ce meet-up, évidemment, bienvenue. Le club Power BI, c'est quoi? En fait, c'est né à Paris, tout simplement, avec Jean-Pierre et Tristan. C'était en présentiel. À présent, certaines villes reprennent tout doucement le présentiel. On a des groupes qui existent à Lille, à Bruxelles, ça c'est Arnaud et moi-même, à Strasbourg, à Lyon, dans le grand sud pour Aix-Marseille, à Bordeaux et à Nantes. Je pense qu'il serait temps d'ouvrir, l'Afrique et le Canada également et d'autres coins reculés où on Le Luxembourg. continue à parler notre belle langue. Mais voilà. Hem alors peut-être que je vais rapidement me présenter. Je m'appelle Isabelle Van Campenot. Voilà, c'est un nom bien flamand, bien de chez nous. Je suis, MVP Data Platform depuis 10 ou 11 ans, en fait. 11 ans, oui, oui, 11 ans. Mon Dieu, ça ça commence à dater. Je suis passionnée par la donnée, je suis passionnée par SQL Server et je suis passionnée par le fait de partager les connaissances et d'être dans une communauté technique. Voilà. Et avec moi, il y a Arnaud. Arnaud Gastelblum, c'est moi-même. Voilà, moi, c'est pas du tout un nom, belge, d'ailleurs, hein, c'est un nom plutôt allemand. Mais je suis francophone de Belgique, je suis consultant pour, autour des technologies Microsoft, donc ça va de SQL Server, tout ce qui est gestion des bases de données, jusque Power BI pour la présentation des données et les calculs derrière. J'ai un blog, c'est leasysnail.net si vous voulez faire un petit tour. J'y poste quelques petits articles, des trucs, des petites découvertes, ce genre de trucs. J'aime la course à pied, j'aime le dire. N'hésitez pas à me contacter si vous aussi, si vous voulez qu'on se challenge ou qu'on fasse des trucs bien chouettes. Voilà, tu peux switcher. Voilà, voilà. Alors évidemment, vous pouvez trouver plus d'informations sur la communauté, du club Power BI sur notre site qui a été d'ailleurs, je pense, remis à neuf, hein. Je crois que c'est, Gaëlle qui s'en est gentiment, heu, occupée, si je ne dis pas de bêtises. Comme on est enregistré, c'est toujours un peu un stress. Donc aujourd'hui, en fait, on va s'occuper des outils externes de Power BI. Alors, concrètement, en fait, comment ça va se passer? Eh bien, on va, évidemment, faire une petite introduction, puis on va, parler des outils un peu traditionnels, voir si on peut les utiliser avec Power BI. On va également, regarder les outils communautaires et le but dans la session, en fait, c'est toujours un peu la même chose. Quand on prépare une session avec Arnaud, comme on donne aussi des trainings, on est là, on se dit: «OK, on ne doit pas créer un training en 1 heure, c'est juste pas possible. On veut attirer votre attention, on veut, montrer des concepts, on veut éveiller votre curiosité». J'imagine que parmi les participants, vous avez déjà utilisé certains outils externes ou peut-être jamais. On ne va pas être exhaustif, on va surtout vous montrer ce qu'on utilise le plus au quotidien et qui a vraiment, à nos yeux, une valeur ajoutée. Peut-être qu'il y en a qu'on ne citera pas, voilà, Et mais en fait, c'est on en a quand même quelques-uns, je pense, hein?
Oui, ouais, en fait, ces slides, c'est juste pour nous rassurer, nous, parce qu'on est un petit peu frustrés à chaque fois de se dire: «Bon, on a envie d'aller dans le détail, de tout expliquer» et on se dit: «Mais non, il faut qu'on se canalise» et on prend plus de temps à préparer la session en se disant, «Est-ce que ça va rentrer dans le temps? Est-ce qu'on aura le temps de dire les choses les plus importantes?» Donc voilà, c'est juste de donner de la Oui, curiosité. oui, oui. Et d'ailleurs, Arnaud, je vais te demander de jouer le maître du temps un peu, puisque je vais démarrer avant de te redonner la main pour que tu fasses tes démos. Très Et bien. pour que ce soit pas un ballet constant, bah, je vais faire un gros bloc et puis tu feras la suite et la conclusion. Mais donc, je suis bavarde. Donc n'hésite pas éventuellement à me rappeler l'heure si tu penses que ça commence à être chaud. Donc si à -10, je ne t'ai pas encore cédé la parole, non, enfin, je veux dire à l'heure -10, donc à 13h20. Bref, allez, on y Ah, va, carrément. on plonge. Donc, vous aurez peut-être déjà remarqué, si ce n'est chez vous, mais sinon sur les laptops ou les ordinateurs de vos collègues, ce fameux menu qu'on appelle External Tools et qui apparaît dans Power BI Desktop. Alors en fait, de quoi s'agit-il exactement? Il s'agit de la possibilité, et c'est quelque chose pour les gens qui étaient familiers, par exemple, avec un outil comme Management Studio, bah, on peut aussi mettre ce genre de choses. La différence ici, c'est que quand vous allez, appeler un outil externe qui va vous permettre d'enrichir ce que vous voulez faire avec Power BI, la petite fonctionnalité qui vous manque ou la grosse fonctionnalité qui vous manque dans le Power BI Desktop, il ne va pas l'ouvrir bêtement. Il va l'ouvrir et quand évidemment c'est d'application, mais c'est le cas en général, il va directement récupérer, en fait, l'instance que Power BI Desktop est en train d'utiliser. Donc, quand vous travaillez dans Power BI Desktop, vous avez quand même un Vertipack Engine qui tourne derrière, une petite database locale qui se met, qui est avec un port local et de façon, très pratique, les outils extérieurs, donc par exemple, on va prendre un super connu, le Tabular Editor ou le DAX Studio, voilà, pour prendre vraiment les grosses, les grosses stars, des outils externes, les incontournables. Mais quand vous les ouvrez, hop, par magie, ils sont connectés à votre modèle. Eh bien, tout simplement, c'est parce qu'effectivement, ils vont utiliser cette petite instance captive, cette petite instance qui est planquée et qui tourne dans vos process et qui, en fait, est un mini analysis server. Ils vont vous connecter au modèle. Alors, comment est-ce que ça se passe en fait? C'est quoi la magie derrière tout ça? Eh bien, j'ai trouvé intéressant de jeter un œil dessus. Donc je commence directement en fait avec les coulisses et les détails, mais c'est pour comprendre le concept. Heu, il y a un petit fichier JSON. Il y a toujours un JSON qui se cache quelque part, hein, de nos jours et dedans, en fait, on va, tout simplement donner un nom et une description sympa de l'outil et on va faire 2 choses tout à fait importantes. On va donner le chemin de l'exécution, donc c'est comme si vous créiez un raccourci sur votre bureau et dans les arguments, c'est là qu'on va pouvoir passer la variable qui permettra de récupérer, la connexion à notre fichier qui est en train de tourner dans Power BI Desktop et ça, c'est chouette. Après, on peut ajouter une icône et ça demande, de prendre une image, décodée en base 24. Voilà et donc ça va vous permettre d'effectivement enregistrer un outil externe dans votre Power BI Desktop et de le faire fonctionner. Alors si vous téléchargez des outils, mais ça, je pense qu'Arnaud, tu vas en parler un peu plus tard, hein, avec, voilà, Oui. la magie se fait toute seule pour vous. Mais s'il y a un outil qui vous plaît et vous dites: «Tiens, ça aurait du sens de le faire», voilà, vous pouvez l'enregistrer. C'est comme ça que ça se passe et à partir du moment où ce fichier existe, quand le Power BI Desktop va se lancer, il va l'ajouter dans notre petit ruban et ça, c'est chouette. Voilà. Alors, justement, quand on parle d'outils externes, donc c'est tous les outils autour de Power BI Desktop, autour du Power BI Service qui peuvent
nous permettre d'avoir plus de fonctionnalités. Et moi, bah, il y a rien à faire, je suis quand même de la vieille école, hein, puisque je travaille avec SQL Server depuis Mathusalem, enfin le millénaire passé, 100 ans. Dans les outils traditionnels, je me dis: «Mais attendez, j'ai un modèle de données là, j'ai une base de données, de type analytique. Moi, j'aimerais bien, pouvoir utiliser le Management Studio, j'aimerais bien pouvoir utiliser le Profiler». Alors, c'est tout à fait possible en fait, c'est tout à fait possible de les utiliser et évidemment, tout dépend si vous voulez vous connecter sur le service ou si vous voulez connecter sur votre modèle local, hein. Donc, si vous voulez vous connecter sur le service Power BI, donc sur un rapport qui est publié, dans le cloud, beh, là, vous allez quand même avoir besoin d'un endpoint parce qu'il y a rien à faire. Il faut une petite porte d'entrée pour y arriver et du coup, bah, c'est la version luxe puisque ça requiert une licence premium. Si vous le faites sur votre fichier local, bah, ça peut, parfaitement fonctionner et vous pouvez ouvrir, directement la petite instance, à partir du moment où vous la connaissez. Est-ce qu'on peut les installer, directement à partir de Power BI Studio? Oui, il faut le bon, pas le beau, le beau JSON, ça c'est quelque chose d'autre. Il faut le bon petit fichier de config pour que ça marche. Donc je me suis dit: «Bah super, je vais faire ça». Pourquoi est-ce que je veux utiliser ces outils? Bah, je vais tout de suite vous faire une mini démo, hein, ça vaut mieux que des longs discours, même si je sais, je suis assez bavarde. Alors, pom pom pom. Laissez-moi voir, parce que j'ai 50 trucs ouverts, il va falloir que je me retrouve dedans. N'hésitez pas dans le Heu, chat si vous la trouvez très bavarde, de le mentionner. oui, enfin, en même temps, c'est pour ça que je speak, hein, mmh, non? Voilà, voilà, voilà. Donc par exemple, ici, je suis dans Management Studio et je me suis, en fait, connectée tout bêtement à un endpoint, comme vous pouvez le voir ici. La petite astuce, il y en a 2, c'est qu'il faut bien demander, de faire, une, authentification, de type Azure Active Directory et la deuxième astuce, ça va être d'éventuellement aller rechercher, la base de données qui est à disposition. Donc, le endpoint, vous le trouvez dans les settings de votre workspace, évidemment, quand vous êtes en mode premium. Je pourrais aussi aller sur mon localhost si je le souhaite. Quel est l'intérêt? Ben, l'intérêt, c'est que dès qu'on veut travailler de façon un peu enterprise, créer des partitions, faire des process, plus spécifiques et cetera. Bref, si vous venez du monde analysis service, vous allez kiffer ça et ça va vous aider. Donc je ne vais pas être plus longue que ça parce que malheureusement, j'ai d'autres choses à vous montrer. Idem pour le profiler. Alors, je crois que j'ai un petit, voilà. Vous voyez ici, bah, le profiler, je l'ai installé, comme outil externe et quand je clique ici dessus, comme par magie, il va l'ouvrir et il se met sur mon localhost et on voit que je suis bien dans mon Power BI desktop avec moi-même. Donc ça fonctionne. Alors, à quoi ça va servir? Je crois que j'ai une autre instance qui est ouverte de mon profiler. Pom, 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 pom. Hop, je sais, je pourrais utiliser la souris et vous voyez ici que je suis sur le service et ce qui est bien, c'est que je peux, bah, tracer les queries, je pourrais tracer quand il y a un refresh pour essayer de comprendre ce qui plante. Vous faites des refresh un peu, plus spécifiques, de type incrémental ou avec vos propres partitions, il y a des choses qui coincent, vous voulez comprendre. Le profiler, c'est vieux, mais c'est chouette et ça marche et donc quand on est un peu, obsédé par, le troubleshooting, le tuning, on est content de retomber sur ses bases. Voilà, voilà et donc, bah, je vais peut-être tout simplement au passage aussi vous montrer. J'essaye juste de me rendre sur la bonne fenêtre, ici. C'est pas celle de d'Elon Musk, par hasard? Ah non, ça je la montrerai après si tu es sage. Voilà, je voulais juste venir ici dans Common File, Microsoft Share,
poum, 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 Microsoft Power BI Desktop, External Tools et vous voyez ici tous mes petits JSON qui sont là. Et donc, par exemple, pour le profiler, eh bien, voilà, je vais l'ouvrir bêtement avec Notepad, comme ça, vous voyez. C'est tout bête, sauf pour l'image, ça c'est un peu casse-pompon, mais il y a des décodeurs qui existent. Voilà, donc on peut utiliser des outils traditionnels et on peut même se faire ce petit plaisir de les faire apparaître dans notre Power BI Desktop et ça c'est cool. Arnaud? Alors, à côté des outils, traditionnels, que, Microsoft nous a donnés, évidemment, comme on est tous des passionnés dans la communauté, Power BI et je pense que Power BI est un outil qui a vraiment généré une très grosse communauté. Il y a des outils communautaires, c'est-à-dire qu'il y a des tas de gens passionnés qui ont publié des tas de petits outils différents et donc à partir de maintenant, on va en passer quelques-uns en revue. On s'est fait notre petit menu dégustation, Arnaud et moi. Alors, le premier dont je voudrais vous parler, bizarrement, celui-ci, ben, en fait, vous allez vraiment le tourner à l'extérieur de, Power BI, Desktop. C'est le Power BI Advanced Performance Analyzer. Alors cet outil, il vous permet de faire quoi? Je vais tout de suite vous montrer ça. Est-ce qu'il est ouvert? Ouais, il est ouvert. C'est pas celui-ci, c'est pas grave. Je vais le rouvrir. Alors en fait, vous avez peut-être déjà utilisé à l'intérieur de Power BI Desktop l'outil qui vous permet d'analyser la performance de votre rapport. Donc quand vous avez un rapport, je vais vite re-switcher sur mon rapport ici. Voilà, vous avez un rapport, vous vous demandez s'il est vraiment bien, s'il est efficace, etc. Et donc, vous allez faire une analyse de performance. Oui, évidemment, j'ai mis un petit peu de bon, ça devrait pas laguer, hein, sans vouloir, j'ai beaucoup de RAM sur cette machine. Voilà. Donc le performance analyzer, qu'est-ce qu'il vous permet de faire? Il permet d'enregistrer vos actions, voilà, quand vous faites des choix, des machins et cetera et il va ici tout enregistrer. Alors, c'est déjà sympa parce qu'on peut l'utiliser à ce niveau-ci, on peut copier le query, on peut aller l'utiliser dans DAX Studio, comme Arnaud adore faire, mais on peut exporter ce résultat vers un JSON. Et évidemment, après, si on a un JSON, ben, on a envie d'analyser le JSON, parce que c'est ce qu'on fait, nous, dans la vie, on analyse. Et donc, il y a ce rapport qui va utiliser les résultats du JSON. Donc, vous enregistrez toutes vos actions et puis après, vous allez générer un rapport qui va vous permettre de savoir est-ce que le rapport à la base est performant, est-ce qu'il est bon? Et en fait, ce qui est super chouette avec cet outil, c'est que il va vous donner des tas d'indications. Il va dire voilà, par exemple, vos actions, ça va, vous pouvez passer, par les différentes actions que vous avez fait, hein. Par exemple, vous avez changé de page et va vous dire: «Bah, dans cette page, en fait, les queries, sont trop lourdes. Par contre, vous avez trop de visuels ou trop de slicers» et cetera. Et un truc que j'adore dans le rapport qui est proposé ici, c'est qu'en fait, on a un Gantt et donc il va vous dire exactement ce qui se passe au moment où vous chargez la page et il vous dit: «Voilà, dans le rapport de départ, j'avais des slicers de type, chiclette et vous avez vu le rendu, ça vous coûte une blinde, quoi. Franchement, est-ce que c'est le bon visuel à utiliser?» J'ai rien contre le chiclette slicer, mais ça permet de mettre le doigt là où ça pourrait coincer et c'est super riche et c'est vraiment un de mes chouchous. Alors je ne vais pas aller plus en détail puisqu'on n'a pas le choix, mais franchement, moi je l'utilise sur mes projets, et ça permet vraiment de se dire: «OK, là, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a ma query qui déconne», et vous savez exactement où vous allez pouvoir optimiser et faire,
des améliorations, comment dire, bien correctes. Moi, j'ai une petite Donc question. Qu'est-ce qu'un oui. chiclet slicer? Parce que je viens de regarder, je ne l'ai pas trouvé et je ne le connais pas du tout, Oh, c'est un vieux le nom. slicer. Ça me Ah, dit quelque chose. Le chiclet slicer. Bah, écoutez, ceux qui se rappellent ce que c'est, vous le mettez dans le chat, hein, et on jettera un œil. Mais voilà. Hem, OK. Je vais continuer, mais OK, donc merci Camille. c'est c'est vraiment un outil que je vous engage, à prendre et par exemple, un cas de figure où je l'utilise, vraiment, c'est, vous avez une capacity premium et vous voyez que vous avez de l'overload et donc il faut trouver le coupable. Il faut trouver qu'est-ce qui se passe exactement dans le rapport qui génère ça. Donc, bien sûr, sur une capacity premium, vous avez un dashboard d'analyse des performances qui risque de vous indiquer, quel est le query, mais si c'est pas le query qui pose souci, ça peut être le nombre de visuels et cetera. Donc lui, il va vraiment aller dans ce genre de détails et ça, c'est super chouette. Allez, on passe à autre chose. On passe à autre chose. La documentation. Alors, la documentation, évidemment, c'est toujours, comment dire, l'épine dans la plante du pied du développeur, et on rêve toujours de auto-documenter nos modèles. Alors, il y a plusieurs outils qui existent et celui-ci, c'est celui qui a été fait par Marc, donc Marc Leleveld, un nom aussi bien connu dans la communauté, Power BI. Il avait sorti une première version qui était franchement pénible à installer. Je l'ai fait parce que j'en avais besoin. Mais honnêtement, je l'ai un petit peu détesté. La bonne nouvelle, c'est que maintenant, c'est excellent. Ça s'installe tout seul. Je crois que tu avais eu le même souci, Arnaud? Oui, ça ne marchait pas du tout et j'ai pas essayé comme toi d'aller tout dans le détail, essayer de comprendre et de le faire fonctionner, ça n'a jamais marché. Par contre, la version 2 a marché directement et c'est vrai que c'est Oui, pas mal. voilà. Elle marche, mais vraiment no question asked et donc en fait, en gros, qu'est-ce qui se passe? Beh, de nouveau, hein, je vais retourner sur ce magnifique, rapport ici et je vais lui dire, «Documente-moi ça» et donc quand je clique là, bah, vous voyez, il y a ici, tout, qui se met en place et ensuite on va obtenir, un rapport qui documente notre modèle. Alors, c'est comme les émissions de cuisine, il est déjà prêt le rapport, donc on ne va pas attendre, qu'il le fasse. Il faut juste que je le retrouve. Je suis désolée, c'est un peu pénible, quand je me déplace, comme ça. Il est là. Non, c'est pas celui-là. J'ai ouvert trop d'outils, c'est monstrueux. Ben, finalement, Tout je ça vais pour montrer que tu attendre. avais une machine avec plein de RAM dessus. Ouais, j'ai une machine avec plein de RAM dessus, c'est vrai. Où suis-je? Je ne sais plus où je suis. C'est terrifiant. Mon Power BI documentaire, où te caches-tu? Ici, le voilà, il est beau et évidemment, il va vous donner toutes les informations. Alors c'est des informations, bah, oui, bien sûr qu'on peut les trouver aussi, dans, le Tabular Editor ou qu'on peut les trouver dans le Power BI Helper, je vais y revenir. Mais, c'est quand même un chouette format, ça va assez vite et ça va vous permettre, d'avoir la documentation que vous souhaitez et si vous allez, sur une table, par exemple sur ma table calendrier, hop, je vois comment elle a été créée et ça c'est chouette ou, les colonnes, les mesures, les relationships. Bref, franchement, je l'aime bien et il est assez facile à fournir. Par contre, la première version permettait d'avoir le résultat en Excel et c'était parfois pas mal. Et cette fois-ci, je ne pense plus que ça soit possible. Mais voilà, donc pour ce documentaire. Alors, vous aurez peut-être vu qu'au passage, j'avais cliqué malencontreusement sur un autre outil et cet autre outil, c'est malencontreusement trop tôt évidemment puisque je souhaite en parler, c'est un outil d'une autre star du monde de la BI, hein, Radacad, avec, Reza et Leïla, qui nous ont fait ce qu'ils appellent le Power BI Helper. Alors,
cet outil, ça vous permet de documenter, de voir ce qu'il y a dans le ventre de votre, rapport, mais c'est un outil qui fait beaucoup plus de choses. Il fait beaucoup de choses, en fait et du coup, parfois, c'est même un peu compliqué de l'utiliser. Je ne sais pas ce que tu en penses, Arnaud, mais Il est il un est peu lent aussi à exporter. voilà, mais il est effectivement super riche, donc allons dedans directement sans attendre. Alors déjà, il vous permet de vous connecter soit à un rapport local, mais vous pouvez aussi vous connecter sur un endpoint si vous le voulez. Voilà. Alors, ce qui est chouette, c'est que vous allez avoir des informations avec vraiment de la valeur ajoutée dedans, puisqu'il va vous dire: «Ah bah tiens, vous avez, des champs, qui sont absolument pas utilisés ou des tables qui sont pas utilisées». Donc il va faire plus que documenter. Si vous voulez documenter, vous allez sur l'onglet documentation et il va vous générer une doc qui a un HTML assez, basique, hein, et qui met du temps à être, fait, c'est juste que je ne sais pas trop où j'ai mis, mais bon, le rendu est pas foufou. Je crois que tu as fait ta propre version d'ailleurs, Oui, Arnaud, hein? j'avais Voilà. j'avais ouais. Je suis arrivé sur un projet où il y avait pas mal de datasets avec plein de données. Je me suis amusé à utiliser ce système pour exporter. Il exporte tout en HTML et avec un Power BI, j'ai parsé tous les HTML pour faire un rapport, de Mmh. documentation et que j'utilise encore maintenant. Par contre, c'est un peu pénible si je voulais le rafraîchir, il faudrait que je refasse toute sa moulinette. Mais ça donne pas mal d'infos, c'est pas mal. Voilà, donc effectivement, vous allez obtenir pas mal de choses. Après, à vous de voir ce que vous voulez en faire. Alors, vous avez aussi la possibilité ici d'accéder, au script M si vous le voulez. On va vous donner des conseils, un peu comme, les best practices, on va y revenir. Mais donc, en tout cas, vous allez avoir la possibilité de voir, de voir un petit peu, la taille, des différentes colonnes et cetera. Comme dans le Tabular Editor, on peut aussi aller voir, les DMV et puis il y a un onglet, en fait, j'étais surprise, j'avoue, ça faisait un moment que je l'avais plus utilisé. C'est voilà, c'est un incontournable, mais il est pas dans mes chouchous, pour être honnête et maintenant, il y a cette possibilité de se connecter au service. Donc vous voyez, là, je suis en train d'analyser un fichier, donc rien à voir et puis tout à coup dans l'outil, il me dit: «Ah ben non, mais si vous voulez, vous pouvez vous connecter au service». Évidemment, ça requiert de votre part de configurer et d'enregistrer une application dans votre Azure Active Directory. Bon, c'est expliqué gentiment, mais si vous n'êtes pas familier avec ça, si vous n'avez pas l'habitude de travailler avec l'API de Power BI, du coup, la configuration va être peut-être un petit peu longue, pour vous à faire. Mais effectivement, après, c'est chouette parce que vous pouvez voir, bah, tiens, j'ai pas d'apps, je me suis vraiment connectée sur un petit tenant, de test assez basique, mais vous pouvez voir effectivement toute une série, d'informations si vous le souhaitez. Voilà, c'est cool parce que moi, ce sont des choses que je fais en PowerShell et donc ici, il y a quand même moyen de faire des choses. Alors vous voyez, il y a aussi un outil de publication, mais je ne sais pas très bien comment le publish, fonctionne. Si j'ai cru comprendre qu'en Ouais. fait, je devais aller prendre mon workspace et qu'à partir de là, du coup, j'allais pouvoir faire, mon publish, mais vous voyez, c'est pas super, transparent. Parfois, il y a des Non, messages je sais pas d'erreur si ou j'oserais, ouais. oui, voilà. Honnêtement, bon. C'est cool, mais c'est Donc moche en plus. un outil riche, mais un peu brouillon, on va dire. Mais je ne pouvais pas ne pas le citer, n'est-ce pas? Ouais. Alors, par contre, un outil que j'aime bien, même s'il a ses limitations et du coup, je vais vous parler de 2 outils, c'est, bah, on sait bien, hein, que c'est toujours un peu, pour l'instant, on n'a pas, de solution, built-in super extraordinaire pour faire la gestion du life cycle de nos rapports. Heu
il y a les pipelines de déploiement, mais ils sont en premium, et puis comment est-ce qu'on garde trace de ce qu'on fait, machin, et cetera. Bref, l'ALM Toolkit, c'est un outil qui va vous permettre de comparer, en fait, des modèles. Donc il doit être ouvert ici quelque part. Voilà. Donc en fait, comment ça se passe? Beh, c'est comme un bon vieux, compère, hein. On va chercher la source et donc là, c'est de nouveau, c'est très chouette parce qu'en fait, on peut aller chercher, notre localhost, on peut aller chercher un endpoint comme vous voyez ici, on peut aller chercher, un fichier qui serait ouvert, heu, hop, actuellement, donc voilà et ensuite on va pouvoir comparer les 2. Alors la comparaison qu'il fait, c'est quoi? C'est vraiment une comparaison du data model. Il va pas vous comparer de rapport. Il va pas vous dire ce rapport a tel visuel et ce rapport ne l'a pas. Donc c'est vraiment au niveau de la définition de votre data model, mais c'est bien puisque comme tout outil de comparaison, il va vous dire: «Ben voilà, ça manque dans la source» ou alors s'il y a une différence de code, il va vous la donner et rien que pour ça, je trouve ça plutôt sympa. En plus, le report différence, qui part en Excel, c'est bien parce qu'après, on peut aller le copier dans le backlog, par exemple, ce genre de choses. Mais ou préparer pour une réunion et cetera et après ça, c'est à vous de voir si effectivement je ne le fais pas nécessairement ainsi. Bon, on peut générer les scripts, c'est toujours plus prudent que de faire directement, les choses. Mais c'est cool, je l'aime bien. Tu as déjà utilisé toi, Arnaud? Oui, oui, parce qu'on avait des gros datasets qu'on souhaitait mettre à jour, les différences. Alors je ne sais pas si ça a changé, mais le problème, c'est que quand on poussait, les changes, Mmh. donc pour pousser les changements sur le dataset qui se trouvait, donc sur le serveur, ça marchait bien. Par contre, ça rendait le dataset, inutilisable. On pouvait plus le retélécharger par la suite. Ah, mais Voilà. ça n'est pas du tout lié à LM Toolkit, mais je suis Non, c'est contente que tu le l'UXMLA qui mentionnes. C'est en oui. fait, et c'est pareil, hein, si vous utilisez le Tabular Editor, en fait, dès que vous modifiez, le data model en dehors de la source et que vous le publiez, vous ne pourrez plus downloader le PBX. Donc vous ne Mmh. pourrez plus travailler que via le endpoint sur votre data model et c'est tout pareil si, par exemple, vous décidez de passer en incrémental, ça va f avoir exactement le même effet. Donc c'était très très limitant et pour finir, on ne l'a pas utilisé donc mais on Ouais. continue à regarder les différences que l'on a fait. Effectivement, j'ai pas pensé à regarder le rapport de différence. C'est vrai que ça peut être pas mal pour faire un changelog ou ne fût-ce que Mmh. pour avoir quelque chose à discuter en réunion quand on a fait Exactement. plein de trucs. Pour discuter en réunion, l'outil d'analyse de performance est très, très bien aussi, quand on veut expliquer l'intérêt des bonnes pratiques, beh, voilà. Alors un autre outil, en fait, qui est le Power BI Version Control, qui est un outil qui va vous permettre de faire quoi? Beh, de faire, de la gestion de source, en fait. De la gestion de source. Donc l'idée est la suivante, c'est de dire, oui, je développe en Power BI Desktop, donc j'ai mes PBIX qui sont là. Donc il s'agit vraiment du rapport complet cette fois, pas uniquement du data model et en fait, je voudrais quand même avoir un système où je peux faire un check-in, un check-out et décider, que là, c'est prêt à être publié ou pas. Alors, c'est un outil qui est prometteur, mais on n'y est pas encore. Ça fonctionne comment? En fait, pour l'installer, ça va être il faut être un petit peu familier avec la Power Platform parce qu'il va vous demander, de déployer des flows. Il va utiliser une petite Power Apps pour le faire et un petit Power Automate et il va s'appuyer sur, des librairies Teams qui sont en fait des librairies SharePoint quoi, mais que vous pouvez récupérer en Teams. Donc au début, on était tout feu tout flamme, on l'a installé dans notre Teams avec un onglet qui pointait directement vers l'application et puis rapidement, on s'est rendu compte que, on était limité qu'à un seul environnement et donc on peut pas se dire, heu parce que c'est vrai que c'est convivial et que ça pourrait être accessible pour vos makers,
de dire, bah, dans le team où les gens travaillent, ils vont mettre leurs sources et on a une sorte de source contrôle qui se fait là. Mais, on doit redéployer chaque fois pour chacun et donc c'est super lourd et finalement c'est pas du tout enterprise et donc on n'y est pas encore. Mais bon, il y a des choses intéressantes, donc j'avais envie de le mettre parce que c'est un peu, l'opposé de l'autre qui travaille sur le data model. Ici, il travaille vraiment plutôt au niveau du fichier PBX. Voilà. Après, le plus difficile par rapport aux versions contrôle, c'est d'inculquer cette culture-là aux makers qui ne sont pas avec un background de développeur ou autre et qui devraient pouvoir gérer, leurs sources. Voilà, voilà. Donc, bah, l'ALM, je vous ai montré. Comme c'est installé sur un tenant de client pour la version de contrôle, je ne le vous montrerai pas. Voilà, par discrétion. Et je pense que c'est à toi, Arnaud. Oui, Bah, j'ai pas trop mal fait en termes de temps. c'est pas trop mal. Il me reste 20 minutes pour dire tout ce que j'ai. Mais je suis aussi un grand parleur, donc Je ne dis plus rien. voilà. Alors, je prends le relais. Donc, on s'est partagé un petit peu les rôles sur. D'abord, on a discuté des external tools qu'on Oups. utilisait chacun. Et pour finir, bah, j'ai repris les plus cool, hein. Tu Je- tu partages ton écran, du coup? Oui, vous voyez pas mon écran? Attends, ah oui, non, c'est moi. Je fais l'idiote. Mais avant toute chose, et c'est pas un external tool, enfin, c'est un outil externe quand même, mais c'est pas le plus utile dans Power BI Desktop. Mais avec tous les tools qu'on vient de mentionner, que je vais mentionner juste après, il y a un outil qui permet de faciliter grandement l'installation de tous ces external tools et c'est Power BI Tips qui l'a fait. Ça s'appelle Business Ops et vous allez pouvoir sur, ce logiciel, vous allez pouvoir donc il suffit de le télécharger, hein. Il y a le lien juste, dans les slides, à la fin, on vous le donnera. Vous pouvez choisir ici les différents composants, donc les différents external tools que vous souhaitez installer. Hem, vous avez tout, hein, vous avez la LM Toolkit que Isabelle a mentionné, vous allez avoir Tabular Editor, DAX Studio, et ainsi de suite. Il y en a vraiment pas mal. D'ailleurs, il y en a que j'ai découvert et en préparant la présentation, j'en ai découvert ici, j'ai coché, j'étais un peu curieux et il y en a vraiment des chouettes. Il y en a qui sont un peu moins intéressants. Moi, je suis moins intéressé par tout ce qui est thème, gestion du template, visuel. Mais voilà, sachez qu'il y a pas mal de choses qui sont disponibles. Il y a aussi des external tools qui ne sont juste que des boutons qui vous emmènent vers un site web. Donc, je trouve que l'intérêt est un peu limité, mais si vous voulez vraiment voir ce lien, sachez que ça existe et c'est complètement gratuit, hein. Donc, vous cochez et à la fin, vous avez un petit bouton ici Add External Tools et il va s'ajouter directement sur Power BI Desktop. Il faudra juste redémarrer, Power BI Desktop et vous l'aurez. Voilà Alors, et j'ai oui, tu dis? non, 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 juste que j'ai un petit souci, je ne saurais pas répondre dans le chat parce que je me suis pas mis, je pense, avec le bon login, mais Ah, apparemment, voilà. c'est dommage. Donc, Donc vous oui, pouvez c'est parler dommage sur parce Isabelle. que non, je N'hésitez pas, allez-y. Tant qu'on y est, j'ai ajouté un chiclet slicer. Alors je crois que c'est Camille qui l'a mentionné et qui disait que c'était oui, oui, un magnifique. un Je me joli visuel pour faire de jolis slicers. Bon, voilà, effectivement, ça ressemble à du chiclette, mais voilà, je m'empresse de le retirer. Hem, donc oui, plusieurs petits external tools que j'utilise au quotidien et j'ai 2 découvertes d'abord à vous montrer qui sont vraiment très, très cool. Le premier, c'est le, Report Analyzer, ici. Donc je suis sur mon rapport ici, qui contient les données, donc un rapport et maintenant dataset. Je clique dessus et là s'ouvre une fenêtre. Alors il est vraiment moche, hein, je veux pas le cacher, mais il fait quelque chose de sympathique et c'est toujours dans la documentation de ce que tu viens de mentionner. Parce que c'est un peu redondant, mais c'est une autre façon de documenter. Donc là, je le fais pointer vers un répertoire dans lequel j'ai un Power BI inclus dedans et il m'affiche
de manière plutôt très moche, tous les visuels. Alors moi, j'ai pas l'intérêt, si dans le chat vous avez un intérêt particulier à voir ce genre d'interface, je serais curieux de le savoir, mais en gros, ce sont mes pages avec toutes les boîtes. Mais il y a ici 2 options qui sont l'export report metadata et l'export report level measure. J'ai testé ça sur le dernier, donc le export report level measure, et je trouvais ça vraiment bien parce que si vous avez un Power BI desktop, donc un fichier Power BI branché sur un dataset en remote, vous allez pouvoir recréer derrière des mesures d'axe. Et des fois, ça devient un petit peu le capharnaüm. On ne sait plus si la mesure est sur le rapport ou si elle est sur le dataset. Et ça a le mérite d'exporter les mesures d'axe de votre rapport. Donc, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Mais celle-là est chouette aussi, le export report metadata. Il va juste créer des fichiers dans le répertoire qu'on a mentionné juste avant. Les voici. Je vais les ouvrir avec Visual Studio Code. C'est juste un éditeur de texte. Ah, je l'aime bien, Voilà, je l'utilise aussi. ça marche vraiment bien. Mmh. Et vous avez plusieurs fichiers texte qui ont été générés. Vous avez, bon, en fait, ce sont des fichiers CSV avec des séparateurs en tabulation. Donc, vous pouvez ouvrir dans Excel. Là, j'ai pas fait parce que c'est un peu plus fastidieux. Mais vous allez avoir ce que Power BI Helper que tu as montré tout à l'heure fait, hein, mais vous allez pouvoir avoir directement et de manière plus rapide les informations telles que les champs qui sont utilisés dans les filtres, du visuel, du rapport, le nom des pages, et vous avez même ici la taille des pages. Donc si vous voulez regarder si quelqu'un a bien fait son rapport, si par exemple il n'y a pas du 1440 parce que vous avez décidé que c'est du 1280 en taille de page, voilà, vous avez tout en un clin d'œil, je trouve ça vraiment bien. Voilà, ça méritait d'en parler l'espace de quelques secondes. Par contre, c'est moche. Et une autre découverte pour moi, c'est le Power BI Site Tools, qui est un outil, réalisé, et j'ai noté Didier Terrien, qui a réalisé cet external tools, et apparemment c'est une personne qui est française, mais je ne connaissais pas du tout, et c'est vraiment chouette. Par contre, c'est vrai que c'est très moche aussi, mais on s'en fout, ça fait le café. Ici, on peut tester une mesure d'axe en fonction d'une table, mais le plus intéressant que j'ai trouvé, c'était le PBI to Files, et là, il le propose d'exporter des fichiers, tous les fichiers, et de l'ouvrir directement dans Visual Studio Code. Donc si vous avez Visual Studio Code, c'est parfait. Sinon, vous pouvez l'ouvrir dans votre explorateur et l'ouvrir avec, votre fichier préféré, votre lecteur de fichier texte préféré. Et là, il me crée plusieurs arborescences. J'ai l'arborescence modèle et layout. Dans modèle, j'ai, le M. Ah, je ne vois plus ma souris si je zoome. Tu nous fais un striptease, du Voilà, fichier Power BI en fait, hein? tout à fait. Il Tu le réexporte, dézippes il complètement. dézip, mais il le met sous forme, très intéressante, et vous avez vu, ça va super vite. J'ai essayé avec un gros dataset, d'un de mes clients, et ça marche vraiment bien. Vous allez pouvoir donc voir le code M, c'est le code qui a derrière votre query builder. Donc là, vous allez transformer vos datas, et vous allez pouvoir directement voir le code qui se cache derrière, la table product. Je trouve ça intéressant parce qu'en plus, avec Visual Studio Code ou avec n'importe quel éditeur, vous allez pouvoir faire une recherche complète sur tous les fichiers qui se trouvent dans votre Power BI. Chose qui est un peu plus fastidieuse si vous devez le faire dans Power BI Desktop directement. Le DAX est vraiment chouette aussi parce qu'il a créé un fichier, il a gardé la même arborescence que j'ai dans mon fichier Power BI, et vous allez les reprendre, vous allez voir les mesures DAX dans un fichier séparé. Et encore une fois, vous allez pouvoir faire une recherche complète sur tous les fichiers. Je trouve ça vraiment bien fait parce que ça fait une doc. En même temps, on peut même faire du versionning sur ce genre de fichiers si à la limite ça vous chante, vous pourrez voir l'évolution à travers le temps. Le layout, ici, ça n'a pas d'intérêt parce que c'est ce qu'on trouve dans le fichier Power BI, c'est juste le fameux JSON, Le beau JSON. le beau Et JSON. quoi, tu pousserais ça dans un wiki, le truc du dessus? Dans un Dans un un wiki? wiki ou un
Ouais, nous, on travaillerait avec Git, donc on mettrait ça dans Git et ça permettrait dans Mmh. Azure DevOps, juste pour dire d'avoir un snapshot à un moment T et de voir, tiens, quelles ont été les évolutions d'une mesure en particulier. Mais je trouve ça vraiment bien. Mais ne fût-ce que pour la documentation, quand on se pose une question, dire, tiens, quelle table ou est-ce qu'il y a des fichiers qui utilisent telle vue ou telle table de notre base de données? Eh bien, on peut répondre à cette question-là juste en Rapidement. utilisant Visual Studio Code. Ouais. Donc voilà, je Mmh. trouvais ça vraiment chouette à mentionner. Alors, il y en a une extension que je n'utilise pas du tout, mais si je ne la mentionnais pas, je pense que je ferais des gens malheureux. Je rendrais les gens malheureux. C'est le Analyze in Excel ici, que vous pouvez toujours télécharger et installer grâce à Power BI Tips Business Apps. Lorsqu'on clique dessus à partir d'un Power BI ouvert, Excel s'ouvre directement. On a un pivot table, donc un tableau croisé dynamique qui se met, hop là, et on retrouve toute l'arborescence, comme dans Power BI, on se retrouve avec toutes les tables ici, avec mes mesures, mes répertoires de mesures, donc tout est bien mis. On va pouvoir construire son modèle, là, si je prends par exemple Product Official Name, je le mettrai en ligne, je vais retirer, voilà. Oui, même moi ailleurs. Oui. Ensuite, on peut mettre, par exemple, une des mesures qui est la somme des montants et on se retrouve avec un Excel, donc comme Power BI, on va créer une matrice, mais directement dans Excel, voilà. Ça a sans doute de l'intérêt pour ceux qui sont plus familiers avec Excel. On peut faire tout ça dans Power BI et donc pour moi, c'est moins intéressant. Mais bon, voilà, vous pouvez l'exporter, le sauvegarder, ça fait un snapshot aussi, vous pouvez l'envoyer à des utilisateurs. Des fois, il y a une demande derrière tout ça que j'essaye d'éviter, mais qui peut être intéressant. Alors, 3 autres, extensions et je vais commencer par Tabular Editor. Donc Tabular Editor, vous avez sans doute déjà utilisé ou entendu de nom. C'est l'un des tools les plus utilisés. Lorsque l'on clique dessus, toujours, même principe, on va se connecter automatiquement au Power BI que l'on a ouvert dans Power BI Desktop, mais on peut aussi se connecter, je pense, à un modèle qui se trouve qui n'a pas encore été ouvert. Voilà et derrière, vous allez modifier non pas je pense que c'est pas l'instance qu'on va modifier, mais c'est vraiment le fichier point .modèle qui se trouve dans le PBX et on va se retrouver avec une interface moins jolie que Power BI Desktop, mais qui va nous permettre de changer les relations, d'ajouter des tables, de dupliquer des mesures, de modifier le display folder, donc de changer le répertoire dans lequel là où les mesures se trouvent. On va pouvoir revoir toutes les mesures ici. Vous allez pouvoir, avoir un aspect visuel et beaucoup plus rapidement toutes les informations que vous avez dans votre modèle. Donc si je viens dans mesure groupe, on a toutes les mesures. Tout à l'heure, j'ai marqué les math and trigger function. Si je viens sur la somme, Sum total amount, donc qui est une somme de la colonne total amount de la table sales, on a le code directement. Et là où c'est vraiment chouette, si vous faites du DAX, si vous avez pas mal de modifications à faire, c'est qu'ici, vous allez écrire votre DAX, vous allez copier-coller votre DAX et ça va être automatique. Dans Power BI Desktop, ce qui est un peu embêtant, et je ne sais pas pourquoi, est-ce qu'il fait des calculs, est-ce qu'il réinterprète quelque chose? En attendant, quand on fait quelques changements, lorsqu'on valide son expression DAX, des fois ça peut prendre, 10 secondes, 20 secondes en fonction du dataset. Je sais pas, des fois c'est très long, ça ralentit pas mal et si vous voulez faire la modification, multiple, hein, vous pouvez utiliser la touche majuscule de votre clavier ou contrôle pour choisir plusieurs, colonnes, mesures ici. Vous allez pouvoir changer les propriétés plus facilement. On peut le déjà faire dans Power BI Desktop, hein, lorsqu'on est dans pour ceux qui ne connaissent pas, mais uniquement dans l'onglet modèle, on peut par exemple reprendre 3. Voilà, si je clique contrôle, je peux choisir plusieurs attributs et je peux déjà les changer ici. Je peux changer le display folder, je peux les mettre dans un display folder test, ça va me les mettre, directement. Plutôt que
d'en choisir qu'une seule. On peut également faire le data type, chose que vous faites peut-être dans le ruban ici. On peut en faire plusieurs d'un coup. Mais dans, Tabular Editor, ça marche plutôt bien, ça marche plutôt vite. Je ne fais pas énormément de changements dans Tabular Editor, mais ça me permet de contrôler plus rapidement, en un coup d'œil, sans toute la fioriture. Puis il y a des choses qu'on ne peut faire que dans Tabular Oui, tout à Editor fait. aussi. Il Par y a les exemple, les calculation calculs, groups, voilà. voilà. Mais je Mmh. n'aime pas les calculation groups personnellement, mais effectivement, ouais, je ne les aime pas et je vais expliquer pourquoi. Je les aime pas parce que ça rend le modèle, on ne peut plus avoir les mesures implicites avec les calculation groups, sauf si ça a changé depuis. C'est-à-dire qu'on ne peut plus, une fois qu'on a un calculation group, on ne peut plus glisser une colonne, qui serait par exemple de type, numérique et lui dire: «Tiens, ben voilà, fais-moi un distinct count dessus, fais-moi une somme». On ne peut plus faire ça et du coup, c'est un peu embêtant, il faut créer une mesure spécifique, pour ce genre de truc. Ce qui est un peu embêtant. Mais effectivement, on peut faire des choses ici que, l'on ne peut pas faire dans Power BI Desktop. Surtout le calculation group, j'ai rien d'autre en tête, mais, Alors, les en fait, tu partitions, peux, oui, travailler sur les partitions, même si moi j'aime bien aussi le faire dans Management Studio. Tu peux aussi utiliser, des scripts C# par exemple, pour travailler sur l'encodage de tes colonnes. tu me spoil. Oh pardon, pardon, bah, tu me dis: «Je ne vois plus». Mais tout à On fait, coupera tout au à fait. montage. Une autre invention, non, une autre utilité derrière, un peu pour les gens un peu plus développeurs et qui est intéressante, c'est, le fait de pouvoir effectivement générer des scripts, de pouvoir mettre votre propre script. C'est du C# qui, va s'exécuter sur le modèle et on vous donne le lien aussi dans le PowerPoint, mais vous avez, sur GitHub de Tabular Editor, vous avez quelques scripts, des scripts basiques, des scripts intermédiaires et il y en a un qui est vraiment intéressant, c'est de pouvoir, créer un mettons vous avez 20 tables, j'invente et vous voulez juste avoir, le statut des tables, combien de lignes vous avez sur chacune de ces tables et vous pouvez créer 20 mesures. Plutôt que de les créer manuellement, vous pouvez prendre, non c'est pas celle-là, où est-ce que c'était? Alors c'est dans Basic. Voilà, vous pouvez créer un count rows donc c'est du script C# qui va s'exécuter dans Tabular Editor et qui va créer une mesure par table que vous avez sélectionnée dans l'interface et qui va calculer le nombre de lignes qu'il y a dans cette table. Et si je prends par exemple ici, je prends la table, toutes les tables, hein, calendrier, voilà, calendrier, customer, product, sales et salesperson. Je ne prends pas mesure groupe parce que c'est une table dans laquelle je mets toutes mes mesures. Vous avez ici l'onglet Advanced Scripting. On clique dessus, je colle le code ici et bon, le code, qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste faire un for each, il va faire une boucle pour toutes les tables que l'on a sélectionnées ici et on va exécuter ce bout de code-là. Il va créer une mesure qui s'appelle number rows in, on pouvait le renommer number rows in, admettons comme ça, avec le nom de la table. Vous allez avoir l'expression qui va se faire de manière, dynamique sur le nombre de l'objet que vous êtes en train de faire l'occurrence et ça va créer une mesure dans la table elle-même. Vous pouvez très bien, et je crois que c'est Models, vous pouvez très bien utiliser, votre propre table, en l'occurrence mesure groupe et de le faire de manière codée. Voilà, je lance le script et ça va me créer ici des, mesures. Donc là, j'ai NB rows in customer parce que c'est celle que je suis en train de voir et ainsi de suite pour toutes les tables. Lorsque je clique sur save, il faut cliquer sur save pour que ça s'envoie vers le Power BI Desktop. Lorsque on va voir dans le Power BI Desktop, on va se retrouver avec cette fameuse, colonne que je ne vois pas. Ça aurait dû le faire. C'est un échec. Pourtant je l'ai fait tout à l'heure, ça marchait bien. Je ne les vois pas. Ah, peut-être que je dois fermer ce truc-là et le rouvrir pour que la réévalue, même pas.
Je l'ai fait tout à l'heure, ça marchait très bien. Voilà. Sachez que ça fonctionne, c'est un échec, mais ça fonctionne très bien. Voilà pour Tabular Editor, que j'utilise, mais beaucoup moins que les autres outils. Est-ce que vous m'entendez toujours, Isa? Oui. 2 autres outils externes, qui sont à mes yeux, plus intéressants. Alors moins le premier, mais c'est une version, c'est tout neuf, hein, ça fait peut-être 2 mois que c'est sorti, c'est Bravo, hem, qui est fait par l'équipe en tant, c'est sans doute pas Marco et Alberto qui font ça, mais l'équipe SQLBI.com. C'est un outil qui est vraiment user friendly. Pour le coup, je le trouve vraiment beau. Alors on s'en fout que ce soit beau, mais il a le mérite d'être joli et j'ai un autre dataset pour ça, celui-ci. Voilà, donc je clique sur Bravo dès que je suis sur mon dataset. Il ouvre, son interface et me permet de voir ici, donc j'ai plusieurs, propriétés ici. Le Analyze Model. Je sais que mon dataset fait 816, mégas et il me montre de manière brute, hein, directement, il va dans le vif du sujet, sans fioriture. Il me dit: «Voilà, tu as, ici 2 attributs qui prennent l'une 387 mégas et l'autre 331 mégas». Donc c'est vraiment, ça qui pompe le plus de place dans tout le dataset. Donc si vous voulez vraiment diminuer la taille de votre dataset, vous pouvez donc de vos fichiers, vous pouvez ouvrir Bravo et tout de suite voir la taille de ces attributs et peut-être les supprimer, changer le type des données, changer la nature des données et ici le CSDate, en fait, il est immense parce que derrière, c'est un timestamp. C'est une date avec l'heure, la minute et peut-être potentiellement la microseconde. Donc forcément, sur une table de vente, chaque enregistrement de vente se fait à un instant différent. Et Power BI fonctionne de manière columnar, soit il va compresser toutes ces informations-là. Et si les informations sont toutes différentes, et là c'est le cas parce qu'on est à la microseconde, elles sont toutes différentes, donc il va devoir le stocker. Que si on avait juste la date, il ne stockerait qu'un pointeur, donc il ne stockerait qu'un numéro de référence, si je puis dire, vers la vraie valeur. Et c'est comme ça que Power BI arrive à faire avec, par exemple, vos fichiers CSV ou des tables immenses, arrive à faire des fichiers Power BI vraiment tout rikiki. Mais il ne peut pas faire des miracles. Si les données sont vraiment très, très, très en détail, je vous conseille donc du coup de les shrinker, enfin de les diminuer, de ne prendre que ce qui vous intéresse dedans, en l'occurrence la date ici pour la date de vente. Voilà En et fait, c'est c'est oui, c'est l'équivalent du Vertipack Analyzer, mais en tout à mode, fait, tout à sympa. fait, Mmh. tout à fait. D'ailleurs, c'est fait par les mêmes équipes. Ce que je vais montrer après avec DAX Studio, heu, on peut faire exactement la même chose qu'avec Bravo. Mais je préfère DAX Studio personnellement que Bravo, mais pour ceux qui vont pas trop dans le détail, déjà là, ça donne, en un jet, juste en un regard, ça permet de voir, les informations qui sautent le plus, aux yeux. Il y a le fait de voir toutes ces mesures DAX aussi, qui sont formatées de manière un peu jolie, ça c'est toujours intéressant et l'export data. Vous pouvez cliquer sur une table, cliquer sur le bouton qui est caché derrière ton visage, Export Selected et là vous avez votre fichier Excel avec le contenu de la table Customer. Bon, ça peut toujours être intéressant si vous devez le représenter à quelqu'un. Dernier et pas des moindres, dernier External Tools, pas des moindres et je vois qu'il est déjà 30 et c'est sur celui-là que je voulais le plus parler, Mais mais vas-y, hein. c'est vraiment le plus intéressant pour moi. C'est celui que j'utilise tous les jours. Tous les jours, tous les jours. DAX Studio DAX Studio peut être ouvert, séparément. Il peut être ouvert, non pas depuis Power BI Desktop et si on l'ouvre séparément et non pas par, l'external, le bouton ici, vous allez pouvoir choisir, soit l'un des Power BI qui est ouvert sur votre machine, donc en l'occurrence j'en ai 2, ou alors vous allez pouvoir utiliser un tabular server. Donc c'est uniquement si vous avez Analysis Services ou si vous avez un Workspace Premium avec donc le XML Endpoint, et ça tombe bien, j'ai ça, donc j'ai un Workspace Premium ici, Premium pour user ou Premium, au sein de votre société. Ici, moi, j'ai un truc perso, donc c'est Premium per user. Isa en a parlé tout à l'heure avec Management Studio, c'est le même concept, hein. Vous allez pouvoir
à partir de l'interface ici, trouver le Workspace Connection, le copier, et vous allez pouvoir le mettre dans DAX Studio et vous connecter dessus. Voilà. Si je me connecte dessus, ça va me prompter pour utiliser mon user, en l'occurrence le user perso cette fois-ci. Et ça met un peu de temps, mais ça se connecte donc à votre workspace en remote et vous allez pouvoir choisir le ou les datasets qui vous intéressent. Enfin là, j'en ai 2 sur ce workspace, je vais choisir les Itax et on y voit toutes les tables. On voit toutes les informations qui sont dans le workspace. Donc ça, c'est vraiment chouette parce que ça me permet on a plusieurs environnements et ça nous permet de voir ce qu'il y a vraiment dans les tables. Des fois, on se pose la question: «Est-ce que ça a tourné ce jour-là? Est-ce qu'on a telle ou telle information? Est-ce qu'on a les bonnes clés?» Donc qu'est-ce que je fais? Plutôt que d'aller voir dans la source en amont, je vais directement voir dans le dataset et si je veux voir, par exemple, les produits, on va voir les sales, je peux cliquer sur la table sales, je fais preview data et là, je me retrouve comme dans Management Studio pour une base de données SQL Server. J'ai un evaluate, c'est l'équivalent d'une sélection, d'un select en SQL sur ma table. Seulement, la fonction top N me retourne une table de, ici, 500 éléments. On aurait très bien pu demander juste evaluate sales. Je fais CTRL E pour exécuter ou le bouton run là. Et là, j'ai toute ma table. Et là où ça devient vraiment, vraiment intéressant, c'est qu'on va pouvoir filtrer. Vous connaissez la fonction filter. Heu, c'est intéressant parce que c'est ce que j'utilise le plus au quotidien, ne fût-ce que pour débugger et voir ce qu'il y a sur mon serveur. Je vais dans la table sales et je vais dire: «Tiens, soit je connais la clé ou le nom d'une personne». Là, j'ai juste un exemple, simple, c'est que je vais prendre le sales total amount qui est une colonne, la dernière colonne et je vais dire: «Tiens, donne-moi tout ce qui est, plus cher que 50 €». Et là, il me retourne uniquement ce qui match à mon souhait. Voilà. Je vais juste fermer ça, que j'avais préparé juste la petite démo sur le dataset. J'imagine que c'est la même, mais on sait jamais si c'est pas les mêmes données. Ce que je fais aussi, il y a 2 trucs, donc je fais le filter pour aller chercher mes données. Ce que je fais aussi, c'est juste le row, parce qu'on a besoin de toujours retourner une ligne dans l'output ici. Je vais faire une row et je vais juste lui dire: «Tiens, donne-moi, ma variable test» et je vais lui demander une mesure qui s'appelle sum total amount qu'on a vu tout à l'heure. Sum total amount. Voilà. J'aurais très bien pu la prendre ici et la drag and dropper sur mon interface, comme ça. Ça me l'aurait écrit tout de suite. Voilà, là j'ai créé une ligne avec juste le contenu de ma mesure. Vous allez me dire: «Ouais, c'est pas foufou», mais derrière, ce qui est vraiment chouette, c'est qu'il y a une fonctionnalité qui vous permet de faire un define mesure. Donc là, j'ai ma mesure sum total amount, je vais me placer tout au-dessus, je vais faire un define measure, je vais réexécuter, rien n'a changé. Par contre, ça vous permet, quand vous faites vos tests et si vous avez plusieurs mesures, de profiter du dataset, de ne pas le faire dans Power BI Desktop et de faire vos tests ici. Parce que si je réécris ma mesure ici et que je vais écrire 23, admettons, je la réexécute, j'ai 23 ici. Pour le sum total amount. Donc en gros, DAX Studio, c'est le DAX derrière, mais va réécrire, va redéfinir le contenu de ma sum total amount. Et là où c'est vraiment chouette, c'est que je vais pouvoir réutiliser mes autres mesures. Je vais pouvoir les réutiliser ici, sum quantity, euh, plus 3, admettons, et ainsi de suite. Et si j'ai des mesures qui font appel à plusieurs mesures, je vais pouvoir, par exemple, divide ici. J'ai un divide, je vais pouvoir faire un clic droit, define dependent measure. Et là, il va aller me chercher toutes les mesures. Donc, pour la mesure divide total amount by quantity, donc qui est la mesure qui m'intéresse, ça fait une division entre deux autres mesures. Et bien, il me donne tout le fil, un petit peu comme si on retirait une grappe de toutes les mesures qui sont impactées par
par votre calcul. Et ça, c'est intéressant quand on a fait un peu en mode statistique ou en mode un petit peu, on est allé un peu trop loin. Ça permet de voir ce qui a été fait par vous-même ou par d'autres, surtout de voir ce qui se cache derrière et de pouvoir le tester ou pas. Dernier truc chouette en DAX, c'est le Summarize Column. Là, et c'est toujours les mêmes choses que j'utilise. Summarize Column, comme vous pouvez voir, c'est un groupe by ou plusieurs groupes by, et ensuite vos noms, expressions, comme on a fait dans le row. Si je fais un Summarize Column, que je me place sur produit et que je prends par exemple le product official name et que j'évalue ça, ça me fait même principe qu'avec une fonction values, ça me fait juste la même chose que si dans Power BI, je prenais le product official name et que je le drag and dropais dans un tableau. Ça me donne une liste distincte du nombre des noms de produits ici. Et je peux en ajouter un autre. Hein, si je veux prendre par exemple une autre table, je vais dans Customer et je vais prendre le Customer First Name. Soyons fous. Je l'exécute. Voilà. J'ai les informations derrière. Là, ça m'a fait un produit cartésien, mais je peux mettre mes mesures. Et c'est là où vous allez pouvoir commencer à tester. Donc, si je remets test et que je mets la mesure sales sum total amount, je réexécute. Et là, voilà, j'ai l'équivalent de ce que j'ai dans Power BI. Sauf que Power BI le crée pour vous, mais vous pouvez au mieux tester vos données ici. Et Est-ce c'est ce que que j'utilise beaucoup. Oui, est-ce que tu utilises, par exemple, tu disais, tu voulais vérifier tes données après des chargements, tu peux t'amuser à faire des checksums du coup, tu sauves tes oui, c'est vrai que je ne le queries fais et pas. puis Oui, c'est mmh vrai que je ne le fais pas. Mais effectivement, on peut le faire. Et c'est chouette parce qu'on peut se connecter directement au dataset. Euh, si on est en premium, hein. Si on est en premium, c'est vrai. Nous, on est en premium, mais effectivement, si vous avez le Mmh. luxe et la possibilité de l'être, c'est vrai que c'est chouette. C'est vraiment chouette. Mais même pour débugger ses propres mesures, c'est cool. Mmh. Et ce que j'utilisais depuis le début, c'était c'était la fonctionnalité de pouvoir redéfinir toutes les mesures d'axe. Donc ici, si vous vous placez sur n'importe quelle table, vous faites un define all measure. Tout à l'heure, j'ai marqué define all measure, mais il y a le all measure, all tables. Là, il va vous exporter de manière brute, il va vous exporter toutes les mesures d'axe qui se trouvent dans votre Power BI desktop. C'est chouette, franchement, c'est ce que j'utilise le plus, surtout quand c'est pas moi qui ai travaillé dessus. Je vois tout ce qui a été fait dans le Mmh. dataset. Euh, Et L'autre c'est outil qu'on a, lisible. c'est lisible, voilà. Mais l'autre outil qu'on a vu tout à l'heure, je trouve qu'il est encore plus chouette, celui qui a été fait par Didier Terrière, là, que je vous ai mentionné tout à l'heure. Il y a d'autres fonctionnalités qui s'appellent le Define, Filter, Dump, Measure, All Tables. C'est toujours le même truc, on fait un clic droit ici. Là, c'est vraiment pour le plaisir des yeux, mais vous allez avoir une mesure qui se génère automatiquement. En gros, ils font un filtre pour savoir si ils regardent sur chaque attribut de toutes vos tables si c'est utilisé dans vos filtres. Et vous allez pouvoir le déposer ici dans une mesure d'axe et l'ajouter, par exemple ici en élément tooltip. Si je crois que je l'ai mis ici dans mis. J'ai un dump filter, vous allez pouvoir le mettre. Non, ici c'est pas. C'est un tableau alors ou un graphique. Vous allez pouvoir mettre un tooltip là. C'est juste pour vous tester et vous allez pouvoir, en positionnant votre souris, vous allez voir quels sont les filtres qui sont appliqués. Là, j'en ai qu'un, mais si j'en avais eu 10, parce qu'il y en a qui sont dans le filter pane du visuel, où il va afficher même ceux qui sont masqués. Et des fois, quand on débug, on a oublié qu'il y avait un slicer qui était synchronisé, qui était derrière, mais masqué, ou alors dans le filter pane qui a été masqué. Et là, ça vous permet au mieux de savoir, tiens, j'ai 981 euros. Est-ce que c'est normal? Voilà tous mes filtres. Donc ça, c'est intéressant. Et ça, c'est grâce à DAX Studio qu'on peut le faire. Dernière fonctionnalité, et il y en a plein d'autres, hein, mais il y a toujours le fameux Analyze in Excel, fabuleux. Mais c'est le View Matrix. Et on en a touché un mot tout à l'heure. Et je peux peut-être prendre l'autre dataset. Ça sera peut-être plus parlant parce qu'on l'avait fait tout à l'heure avec Bravo. Mais vous allez pouvoir vous rendre dans Advanced View Matrix. Et là, s'ouvre une page un peu plus barbare, mais qui vous donne pour toutes les donc la liste de toutes vos tables,
va vous donner la cardinalité. Cardinalité, c'est le nombre d'enregistrements, le nombre de lignes que vous avez dans la table, mais vous allez pouvoir aussi voir le nombre de lignes, le nombre d'occurrences que vous avez dans chaque attribut. On avait vu que sales date, c'était l'une des plus grosses. Ici, la cardinalité, elle est immense. Ça veut dire que c'est le nombre distinct de fois où j'ai un élément distinct de sales date dans cette table. Et vous avez vu ici le pourcentage d'utilisation, de stockage de la table, de l'attribut dans la table et dans la base de données. Et vous voyez si c'est un élément de datetime. Quand c'est de la date, on voit que c'est datetime aussi, mais ça vous invite à aller regarder plus en détail. Ne fût-ce que d'avoir un distinct count ici, de voir combien de fois j'ai une occurrence pour ce champ, c'est déjà, je trouve, très intéressant. Et ne fût-ce que ce petit chiffrage-là, ouf, ça permet d'avoir droit devant soi, peut-être le problème, pourquoi on a un gros dataset. Donc, je vous conseille de regarder ça. Sinon, Bravo le fait de manière beaucoup plus simple. Ici, vous pouvez vraiment tout filtrer, pouvoir toutes les colonnes, vous pouvez l'exporter aussi et ça vous donne un regard direct dessus. Voilà, j'ai fait le En tour fait, des... Oui. ah non, 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 pas du tout, mais je voulais dire, si vous avez envie d'aller plus loin dans tout ça, je pense qu'il y a pas mal de sessions sur comment optimiser les modèles tabulaires qui s'appuient là-dessus. Donc, c'est vraiment ça que vous devrez utiliser comme mot-clé de recherche pour plonger dans ces fabuleux outils. Voilà. Voilà. Sinon, oui, plusieurs liens sont dans le PowerPoint, je l'ai déjà dit 2 fois, 3 fois maintenant, mais c'est important, vous pouvez les retrouver. Est-ce que vous avez des questions particulières ou peut-être des external tools que vous développez ou que vous avez découvert, on n'a pas cité et que vous trouvez ça génial? Dans le chat, n'hésitez pas. Refresh, je vois un message refresh, Olivier. Refresh, c'est, Oui, c'était tout à l'heure, quand tu n'avais pas tes mesures qui s'affichaient dans ton Power BI Desktop, peut-être qu'un ah! petit refresh aurait permis de les voir à s'afficher. J'ai souvent eu ce problème-là avec, Tabular Editor. Mais peut-être pas, je ne sais pas. Je m'empresse de le faire. Je regarde et c'est exact. Ouais, Ça c'est fait vrai. Je l'avais pas tout à l'heure, mais c'est bon à savoir. Effectivement, donc maintenant j'ai la mesure, nombre de lignes, hop, dans chaque table. Bien vu. super. Et du coup, voilà, ça vous permet de faire du testing ou si vous avez des choses intéressantes, que vous faites déjà en Tabular Editor avec du scripting, ça m'intéresse parce que moi, par le compte, c'est vrai que toi, tu utilises, tu m'avais parlé la transformation de données, c'est ça, Isa? Dans Tabular Editor, oui, je fais Oui. plusieurs choses. J'utilise aussi le Best Practice Analyzer. Donc, un bon vieux BPA, en fait, vous pouvez aller chercher de nouveau un beau JSON. Il y a un GitHub, en C'est fait, Camille qui aimait bien ça. qui vous permet d'obtenir ça. Mais nous, ce on a fait, en tout cas sur mon dernier projet, ce que j'ai proposé de faire, et on a passé un petit peu de temps dans l'équipe, c'est qu'on a passé en revue les règles du Best Practice Analyzer. Et donc, ça permet, quand vous ouvrez un modèle, de directement le passer au crible et de voir les points qui vont coincer, en tout cas dans la façon dont vous souhaitez appliquer les best practices dans votre projet. Parce que le souci de ce genre de choses, c'est que souvent, c'est pas complètement 100% ce que vous voulez. Et ce qui est cool, c'est que ça va du formatage au problème de potentiel de performance, et cetera. Donc ça, j'utilise beaucoup ça, avant de publier des rapports, sur les capacités premium, en fait, puisque capacités premium, elles ont des ressources qui sont limitées. Évidemment, si vous êtes très riche et que vous êtes en scale-out, tout va bien. Mais, sinon, quand vous commencez à publier, sur ce type de capacité, vous avez envie de savoir ce qui se passe, un petit coup d'œil en utilisant ces outils-là, ça permet tout de suite de voir si on va droit dans le mur ou si, par exemple, on trouve des cochonneries du style des local date tables. Ces petites choses-là, voilà. Enfin, parfois, c'est des grosses choses. Mais ça compte, en fait. La moindre chose compte. C'est vrai, c'est vrai. Moi, j'ai Voilà. pas besoin de ce genre de best practice analyzer parce que je pratique déjà toutes les best practices.
Ouais, j'ai vu des local tables dans tes modèles. Oui, 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 c'était fait C'est des exprès. trucs de démo, on est d'accord, mais Tout à fait. je On suis psychorigide sur ces choses-là. Ça, je le sais, ça. On nous demande où se trouvera le PowerPoint. C'est vrai que c'était je ne sais pas où je crois qu'il est au bas de la vidéo YouTube Oui ou et de toute façon, on envoie le lien aux gens qui étaient inscrits au meet-up, donc voilà, pas de souci et le lien sera mis aussi, dans la vidéo YouTube. Ouais, absolument et là, je pense qu'il va falloir qu'on clôture parce que oui, on il a faut déjà débordé. retourner il faut retourner à nos autres meetings, et autres. Il y a Camille qui se moque de moi. Mais Tu j'espère, raison. mais j'arrive plus à lire le chat, c'est très frustrant, en fait. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, j'espère que ça vous a donné l'envie de continuer à explorer, voire même à créer, qui sait, ce monde fabuleux des outils externes et c'est clair que, en tout cas, si vous voulez travailler de façon plus enterprise, plus pro, vous allez pas pouvoir faire l'économie du DAX Studio, du Tabular Editor, même, du Profiler ou du Management Studio et cetera. C'est vraiment important pour pouvoir pousser le modèle plus loin, surtout si vous faites des shared datasets. Ça me semble indispensable et puis les autres outils, c'est vraiment des plus, quoi. C'est vraiment Mmh. nous, on kiffe. Voilà. Ouais, c'est clair. Bah, dès qu'on peut augmenter aussi, augmenter un petit peu notre expérience avec de Power BI. Des fois, c'est vrai qu'on se dit: «Mais c'est un peu dommage que Microsoft ne les mette pas directement dans Power BI Desktop». Parce que c'est vrai que DAX Studio ou Tabular Editor pourraient être intégrés en partiellement, Ils mais sont ça quand vient même, cités dans la documentation officielle de Microsoft, hein. Je pense que ce sont les seuls outils externes, qui s'y retrouvent en tout cas, qui m'aient frappé. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais voilà. N'oubliez pas la petite astuce aussi, si vous voulez enregistrer un outil existant pour qu'il s'ouvre directement dans Power BI Desktop avec, le fameux, fichier, de config. Voilà, bah, je crois qu'on va en rester là. oui, En tout cas, tu tout à peux fait. arrêter, l'enregistrement, si tu veux bien.